Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast La main qui berce. Comme dit William Ross Wallace, la main qui berce l'enfant et la main qui gouverne le monde. Donc, notre podcast qui a trait à la DPJ, à l'intervention, à l'aide aux jeunes en difficulté. Aujourd'hui, pour le 3e segment, je vous ai préparé quelque chose d'intéressant. C'est les enjeux du milieu des familles d'accueil. Là, ce qu'on a aujourd'hui, c'est Nima. Nima a été famille d'accueil pour adolescents, donc famille d'accueil accréditée, là, ce que la plupart des gens appellent syndiquée. Parce que oui, il y a l'Association des familles d'accueil du Québec est un syndicat. Je tiens à remercier encore Au cœur de l'arbre qui nous a permis et tous les gens qui nous ont donné des sous pour être capables de faire les 6 premiers épisodes de la saison. Présentement, nous sommes à la recherche de commanditaires. On cherche des commanditaires pour terminer la 2e segment de la saison qui sera tournée en octobre. Donc, bonne écoute et on se revoit le mois prochain. Bienvenue au balado La main qui berce. La main qui berce, c'est un projet de coopérative et un balado pour venir en aide aux familles en grande difficulté au Québec, aux jeunes en réinsertion sociale, aux jeunes sous tutelle de la DPJ. On parle de la DPJ, on touche aux sujets sensibles et ce, sans tabou, sans jugement, dans la bienveillance. Car la main qui berce l'enfant est la main qui gouverne le monde. Donc, pour le 3e épisode sur de la main qui berce, on est avec des familles d'accueil. Donc, on a eu Pamela en première partie. Maintenant, on a Nima. Donc, bonjour Nima. Bonjour. Donc, Pamela, elle était plus famille d'accueil dans l'ouest de l'île de Montréal et dans les Laurentides. Toi, tu as opéré dans quelle région, grosso modo, là, sans vouloir dire de ville? Québec, proche de Beauport. OK. Donc, dans la grande région de Capitale-Nationale. Oui. Donc, qu'est-ce qui t'avait donné l'idée de devenir famille d'accueil? Comment ça a parti? Ah, mais ça faisait... depuis que j'étais jeune, c'était un rêve depuis que j'étais jeune, parce que quand nous, on était une grande famille, puis ma mère était malade quand j'étais jeune, puis j'ai toujours eu l'idée que ça aurait pu arriver que toute la famille se ramasse dans une famille d'accueil pour X et Y raison. La famille allait bien, sauf qu'avec la maladie Puis mon père, il se ramassait des fois tout seul avec 5 enfants. Ça aurait pu mal tourner. Fait que là, je me suis dit, moi, j'ai une grande maison. Fait que je veux essayer ça, de devenir famille d'accueil. Puis à l'époque, je ne savais pas qu'il y avait un revenu avec ça. Fait que un enfant, je voulais aider. C'est ça. OK. Donc, tu as commencé par un enfant, finalement, c'est ça. Dans le fond, c'est quoi le processus? Ça a-tu été long? Ça a-tu été compliqué? C'est très, très, très rapide. Je me souviens encore, on était au mois de janvier, puis c'est la première fois que j'avais partagé mon idée avec ma famille. Puis ça faisait longtemps que je l'avais dans la tête, puis tout le monde me dit, vas-y, fais-le, on te voit bien. Puis là, je me suis dit, OK, je le fais. Fait qu'en mars, j'étais allée à la rencontre, puis ça en est suivi... c'était pas compliqué, là. C'était seulement un peu de papier à remplir, puis des entrevues avec tous les membres de la famille, puis ensuite, je suis devenue famille d'accueil. Est-ce qu'ils ont vérifié un peu ta maison ou même pas? Ils sont venus voir la maison. Ce qui ont fait le tour, je me souviens seulement qu'ils sont allés en bas, dans une place, pour pas que je les entende, avec mes enfants, passer l'entrevue, mais je les ai attendus parce que moi, j'ai une chute à l'âge, puis j'ai tout été à l'écouter. Fait qu'ils posaient des questions comme quoi si ça avait arrivé comme quoi que je suis allée après les enfants, ou bien que, tu sais, des questions de même, en lien directement que mon attitude envers les enfants. OK. Donc, ils sont venus à la maison, ils ont visité, mais pas plus. Puis après ça, ils ont parlé à tes propres enfants, mais ça a été pas mal ça. C'était pas mal ça, oui. Puis ça a pris combien de temps entre le fait qu'on t'a dit, OK, t'es accrédité, parce que toi, t'étais accrédité. T'étais pas juste de répit, là. Ils t'ont pas comme proposé ça sur un coin de table. Oui. Combien de temps ça prend entre l'accréditation et le moment où on... C'est immédiat. C'est immédiat? Oui, c'est quand dans la même semaine, là, j'avais un appel pour... Puis quand il t'appelle pour te dire qu'il y a un enfant qui va avoir une place, ce que j'ai réalisé qu'est-ce que j'ai réalisé par après, c'était toujours genre...
à la va-vite, très pressée. T'as comme l'impression que tu vas sauver l'enfant. Puis, après tous les placements que j'ai eus chez moi, j'ai comme réalisé que c'était pas... les enfants n'étaient pas en danger, là. Mais sauf il te fait en croire que les enfants sont vraiment en danger. Puis s'ils sont pas avec toi, ils n'ont pas d'autre place, puis on est vraiment sur le qui-vive, puis là, tu te dépêches, puis tu accueilles les enfants le plus vite possible. Mais moi, j'ai eu seulement deux placements pendant les premières années. Puis c'est suite à plusieurs appels comme quoi que je voyais qu'il y avait vraiment un gros besoin. Puis, selon moi, là, à l'apparence, il y avait vraiment un gros besoin, puis je devais ouvrir d'autres places pour aider d'autres enfants. C'est ça que je recevais comme message de la DPJ. Donc, une pression pour, mettons, monter à 3, 4, 5 ou 6 enfants. Ouais. 2, c'était pas suffisant pour eux. Puis, quand je lis les papiers, ça fait paraître comme quoi que c'est moi qui vais ouvrir d'autres places. Mais non, c'est pas moi qui vais ouvrir d'autres places, c'est les appels que je reçois, puis qu'il y a un manque de place, puis que je me dis, si je n'ouvre pas d'autres places, puis moi, j'étais plus pour les adolescents. Hein? Mm-hmm. Fait que je savais qu'il y avait pas beaucoup de familles qui prenaient les adolescents, puis il y avait beaucoup d'enfants qui se ramassaient en foyer de groupe. Puis ça, j'étais vraiment contre qu'ils se ramassent en foyer de groupe. Fait que j'ai ouvert d'autres places. Je me suis rendu à 4 places. Avec toute la pression qu'il y avait, plus, en fait, l'idée de les voir partir en foyer de groupe, là, ça vous a convaincu. Exactement. Puis ce qu'ils savent à quelque part je pense que la plupart des familles d'accueil, bien, je suis une personne très empathique, puis c'était ça mon objectif. OK. Donc, est-ce que tu avais, je ne vais pas te mettre les mots dans la bouche, mais est-ce que tu avais un sentiment un petit peu qui savait un peu quoi dire ou sur quel bouton peser avec toi? Ou... Ça vient pas tout de suite, parce que les choses que tu peux imaginer dans ta tête, que tu vois, mais tu te dis, ben c'est toi qui imagines ça au commencement. Parce que, tu sais, ton cerveau peut pas aller dans la direction que la protection de la jeunesse va aller à l'encontre de la protection des enfants. Mm-hmm. Fait qu'elles sont mises là pour ça, c'est ça leur titre. Fait que quand une personne que je voyais je trouvais que dans son dialogue, quand il venait me visiter, elle allait contre le bien des enfants, je pensais que c'était réservé à cet employé-là qui faisait mal son travail. Fait que à chaque fois, je répondais tout le temps, moi là, je suis famille d'accueil pour accueillir les enfants et les familles. Je sais jamais que je vais aller à l'encontre de ça. Ma priorité, c'est toujours les enfants et la famille. Puis si à un moment donné, il faut me diriger dans une autre direction, puis pas être dans la direction de leur bien-être, vous allez venir puis je vous autorise de former ma famille d'accueil parce que jamais je vais aller dans cette direction-là. OK. Donc, pendant un bout de temps, ça se passe quand même bien avec 2 enfants, des ados. Hein, oui, j'ai 2 ados de secondaire, oui. OK. Et après ça, on vous rajoute 2 autres enfants, 3 ou 4? Ensuite, j'ai eu deux autres places, mais c'est vers la fin. C'est vers la fin que j'ai eu 2 autres places. Puis il y a eu beaucoup de rotation dans... C'est quand j'avais accueilli des fratries, j'avais souvent des fratries. J'avais une fratrie de 2 jeunes filles que j'ai commencé à voir qu'il se passait de quoi au sein de la DPJ qui me semblait très, très, très louche, mais je n'étais pas capable de mettre les points saisis et puis savoir exactement c'était quoi parce que c'était trop... ça allait vers je sais pas comment je pourrais dire, de façon de mettre de l'argent sur les enfants dans le sens qu'essayer de monter leur cote pour que ça se passe mal, d'essayer de mettre les parents en erreur. Puis quand je voyais des choses comme ça, là, c'est là que j'ai commencé à réaliser des choses, là. Monter la cote. Ça, j'aimerais ça qu'on vienne là-dessus. Je sais que tu m'en as parlé vite hors d'onde, mais monter la cote. Qu'est-ce que ça veut dire en tant que tel par rapport? Est-ce que c'est monétaire? Est-ce que c'est quoi? Oui, c'est monétaire. C'est l'argent que les familles d'accueil reçoivent par enfant. Puis plus que les enfants ils ont des difficultés, mais plus que la cote va monter.
Fait que aussi la DPJ reçoit un montant eux autres aussi puis il y avait un moment où c'est que l'agente était comme vraiment informée de qu'est-ce qui se passait chez la famille et tout. Puis j'ai vu qu'ils ont mis en essai la famille, pas en essai, pour les mettre comme en erreur. Puis provoquer un problème. Provoquer pour que... Puis là, j'ai mis des choses en lien dans ma tête. Je fais comme genre, OK, qu'est-ce qui se passe là? J'ai vraiment l'impression qu'ils sont en train d'essayer de mettre les parents là, comme un genre de piège là, pour que ça se passe. Puis je pense tout ça dans ma tête. Je suis tout seul, je pense tout ça dans ma tête, puis je le vois en même temps. Puis je sais quand j'ai comme les feelings que je peux pas leur dire. Puis je pense que c'est réservé à une personne. À chaque fois, je pense pas que c'est comme l'organisation qui est comme ça. Je pense qu'une personne a fait... Puis je le vois, là. Je dis, elle fait exprès. Elle fait exprès de mettre les enfants dans cette situation-là pour qu'il arrive X, Y, Z. Et le X, Y, Z est arrivé. Donc, c'était une situation d'abus ou de violence? Oui, c'est... Un enfant s'est fait battre. OK. Donc, c'est une question de violence avec un membre de la famille biologique. Exactement. Ils ont comme poussé pour une réintégration ou un contact trop rapidement. Oui, bien, ils les ont mis dans un contact que le moment était très mal choisi et la personne avait l'agente est informée que cette personne-là avait des armes à la maison. OK. Puis, qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'on m'avait demandé de bien informer sur tout. Moi, je suis quelqu'un de vérité, fait que je vais tout le temps dire la vérité. Puis, je me souviens, cette journée-là, quand la fin de semaine arrive, les enfants quittent avec leur père, je l'ai senti à l'intérieur de moi qu'il allait arriver de quoi. Puis, c'est arrivé. J'ai fait un signalement. Parce qu'on est la fin de semaine, puis je ne pouvais pas laisser cet enfant-là à la maison. Quand je suis allée chercher les autres enfants, cet enfant-là allait rester à la maison avec le père, puis c'est en train de se produire. Ça a été retenu, l'enfant était plein de bleu, puis ça a été retenu, mais plus tard, cette même agente-là est venue me fermer. C'est comme si tu payais pour le fait que tu as voulu protéger un enfant. Oui, mais je me dis que c'est plus que ça, c'est le fait qu'il m'a effacé. Il m'a effacé pour pas que je l'induise dans ce fonctionnement-là. Okay. Qui est, ça je l'ai senti, tu peux pas l'expliquer autrement. Fait que c'est là que tu vois qu'il faut que tu commences à parler et de nommer les choses puisque je veux protéger les enfants. Mon but, ça a toujours été d'accueillir les familles. Moi, j'ai toujours été dans le côté des familles tout le temps. Je m'entendais super bien avec tous les membres de la famille. Okay. Chaque fois qu'il y avait un placement, là, les premières fois que les familles me voyaient, c'est sûr qu'il y avait un foi, ce que je respecte, puis ce que je comprends très, 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 très bien. Mais aujourd'hui, tu irais parler à toutes les familles qui étaient chez moi, puis ils sont très heureux que les enfants ont été chez moi, puis ils ont vraiment une grande appréciation envers moi. OK. Donc, il est arrivé cette situation-là et combien de temps après la situation de violence, toi, tu as été fermé? Est-ce que c'est rapide ou est-ce qu'ils ont laissé passer quelques mois pour noyer le poisson? C'est rapide, mais j'ai comme l'impression qu'ils ont mis des choses comme il y a un jeune qui est arrivé chez moi avec dans ses bobettes avec beaucoup de drogue et beaucoup de couteaux et des armes à l'intérieur de lui. Il avait mis, je l'ai su par après comment qui avait fait son affaire, c'est qu'il avait mis comme une double paire de bobettes, puis il est arrivé avec de la drogue, puis des petits couteaux, là, des petits couteaux qui te ferment. Ouais. Puis il y avait plein de petits couteaux dans... Puis moi, j'avais des adolescents, donc un qui avait déjà consommé dans le passé, fait que ça a fait que lui a demandé aux jeunes de consommer avec lui, fait que... Puis il y a un dépanneur dans mon coin, que je ne savais pas à l'époque, qui fournissait en drogue. OK. Ah. Puis que je ne sais pas si ce garçon-là, il le savait. Fait qu'il allait souvent au dépanneur. OK, je vais vous conter quelque chose qui est drôle, là. Mais c'est ça. Il allait souvent au dépanneur. Puis quand il est revenu du dépanneur avec un jeune, que l'autre jeune a décidé de ne pas consommer, puis moi, je ne savais pas. Quand il est revenu du dépanneur,
Mais j'ai trouvé très joyeux et communicatif et agréable. Fait que moi, tous les jours, je leur disais, hey, fais une petite marche au dépanneur, là. Moi, je savais pas qu'elle allait chercher de la drogue et consommer en chemin jusqu'à temps qu'elle arrive chez moi. Mm. C'est comme si on le poussait Oui. à être sur un... Je me suis jamais aperçu parce qu'au point de départ, quelqu'un va dire, hey, elle va s'en apercevoir qu'elle consomme. Mais l'enfant, on ne le connaît pas. Ouais. Tu comprends? Fait qu'ils C'est cachent pas bien le leur tien. jeu, puis ils se mettaient beaucoup de parfum sur eux autres, puis déjà là, ils sentaient toujours une intensité de ce parfum-là. Fait que j'ai pas vu. Ouais. Puis, tu sais, en même temps, c'est pas les tiens. Tu sais. Les tiens, t'as l'habitude, là, t'es accouché, Ouais. t'es tricoté, fait que tu vois un petit peu là, la dynamique, mais quand c'est pas les tiens, la dynamique est un peu Ah, puis tu le différente. connais pas, je trouvais juste qu'il aimait vraiment beaucoup ça me parler. Il me parlait vraiment beaucoup, là, après avoir consommé, mais je l'ai su après, puis ce petit garçon-là, il est resté pas longtemps chez moi, il a fait une fugue, puis avant de faire de la fugue, là, mon fils avait de l'argent caché dans sa chambre, mais vraiment bien caché. Mm-hmm. Puis il est allé voler l'argent, il a réussi à rentrer dans sa chambre, puis fouiller partout, puis son argent de poche, puis il était vraiment bien caché. Mais c'est ça, mais ce garçon-là, il faisait ça, il rentrait en infraction dans des maisons, il volait. Avec, il y avait déjà l'instinct de... Oui, mais c'est ça, sa famille était à Montréal, puis il y avait de la famille dans les gangs de rue. OK. Fait que ça a déjà créé comme un problème avec la DPJ. Ils ont comme sûrement pas aimé que... Ah, mais ils n'ont pas vu ça aller parce que, tu sais, je l'ai pas su tout de suite. Ouais. J'ai su après, lui, il a fait une fugue, puis c'est après que le garçon, là, plusieurs mois après, il m'a dit, ah, ben, quand on est au dépanneur, on allait consommer, puis on est revenu. Ça, je l'ai su vraiment, j'étais comme proche, il m'a presque fait, quand il m'avait annoncé que j'étais fermé, quand le petit garçon était, le garçon, il était rendu peut-être à 17 ans, là, et il allait quitter mon milieu, c'est là que je l'ai su, cette histoire-là. Sinon, je ne m'en ai pas perçu avant. OK. Et là, pourquoi il décide de te fermer? Qu'est-ce qui se passe, là? Quel événement met vraiment fin à ton service d'aide, là, dans le fond, là? Ah, mais c'était... Qu'est-ce qui en fait facile, là, c'est qu'il a pris l'idée d'un rendez-vous, puis en fait, comme si j'avais pas la permission d'y aller, fait que si j'y allais pas à rendez-vous, il me fermait pour pas avoir été au rendez-vous, puis si j'y allais au rendez-vous, il me fermait pour pas avoir été au rendez-vous, d'avoir été au rendez-vous sans la permission. Fait que d'une manière ou d'une autre, il allait me fermer. C'est un rendez-vous genre médical, là, pas... OK. Fait qu'il y a un rendez-vous médical obligatoire d'avoir une autorisation. OK. Fait que là, il y a le rendez-vous qui se prend avec le spécialiste de la santé qu'on nommera pas. Là, tu demandes l'autorisation. Ouais. Ça a bretté ou ça a été non tout de suite? Ah, il me dit, on va revenir avec ça. On ne sait pas quand est-ce qu'on va te donner l'autorisation. Je ne sais pas encore. Puis dans ce temps-là, je ne pense pas à me méfier. Fait que je le mets pas je n'envoie pas un texto. À chaque fois qu'il y a un intervenant qui est chez nous, j'appelle, puis je fais toujours ça par téléphone. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que la journée du rendez-vous, il m'a appelé pour me demander pourquoi j'y étais pas. J'ai dit, j'ai pas eu l'autorisation. Puis on m'a annoncé la fermeture à peu près 2-3 jours après ça, après le rendez-vous. Comment ça se passe quand ils décident de te fermer? J'ai su qu'elle allait me fermer la journée de ma fête. Puis ça a été vraiment tragique parce que ils ont parti avec le garçon qui était chez moi depuis le jour 1. Puis lui, elle est vivre chez moi, parce que là, j'ai 18 ans, je m'entends super bien avec la famille. Puis pour moi, tu sais, c'est un membre de ma famille, il vient en vacances avec moi, puis tout. Puis je me souviens encore, il n'y a pas de préparation là, d'y annoncer. Là. C'est quand je l'ai su officiellement que lui aussi allait partir, il est tombé à terre en pleurant. J'ai jamais vu quelqu'un pleurer de même. Il allait se faire, sans avertissement, là, il perdait sa famille à nouveau. Oh my God. Puis pour une raison de rendez-vous raté. Ouais. Qui s'est mise en place pour que si je vais, il me ferme pareil parce que j'ai pas l'autorisation. Ouais, que c'était un peu comme damn if you do, damn if you don't. Là. T'es damné si tu le fais, t'es damné si tu le fais pas. Ouais. Puis il y a le petit garçon qui était chez moi à ce moment-là. Là. Je me souviens, il y avait un petit garçon. Puis il a tellement pleuré quand il est parti. Là. Il me demande tout le temps qu'est-ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait.
pour que tu m'envoies. Donc, oh mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait, Nima, pour que tu m'envoies? C'est comme si ça tombait sur tes épaules à toi, alors que toi, tu l'as regardé. Hein? Oui, mais tu peux pas leur dire en plus. Je me souviens, j'ai reçu l'appel sur l'heure de dîner. Puis, un petit peu avant l'heure du dîner, c'était dans le temps de l'école à la maison. Fait que les enfants faisaient l'école à la maison, les deux plus jeunes, là, j'étais en train avec les professeurs. Puis là, il faut que tu réfléchis à sortir tout leur bagage. Ils t'avertissent, il faut pas qu'ils s'en aperçoivent qu'ils sont en train de sortir. Ben ouais. Fait que là, ils sont en train de sur l'ordinateur, en train de faire les travaux. Puis tout ça, il faut tout que tu mets les choses dans leur sac. Puis tu passes devant les autres comme si rien n'était. Puis il faut vraiment pas qu'ils s'en aperçoivent. Puis puis là, j'ai mis mes choses dehors. Puis pour me rendre ça vraiment, vraiment agréable avec les enfants, puis je peux même pas leur dire, là. Puis ils t'avertissent, mais en plus, quand ils t'avertissent, t'es comme sur le choc en même temps. Fait que tu peux pas réfléchir. La seule réflexion que tu as dans ta tête, c'est faire je fais pour que les enfants soient. Pour pas les brusquer. OK? Fait qu'on est allé jouer au parc. Je m'en souviens encore, là. On est allé jouer au parc, puis ça, pour balancer. Puis j'avais fait un pique-nique. Ils sont arrivés tout de suite après le pique-nique, tout ça, puis ils sont arrivés un peu comme des sauvages. Comme les sauvages. J'ai fait comme genre, oh my God, c'est ça que les familles vivent. Puis c'était des jeunes TS, puis je leur disais, je les regardais dans ma tête, puis je me disais, hey, vous savez pas là, ce que vous êtes en train de faire, là. C'est épouvantable, ça va. Puis là, ils disaient tout le temps, ils me surveillaient comme si j'étais un bandit pour pas que je fais quelque chose de pas correct. Je dis, ben non, c'est mon domaine de faire tout ce qu'il faut pour que les enfants soient bien. Mais quand ils ont parti avec l'enfant, là, j'ai jamais vu un enfant pleurer de même. Il a pleuré d'une façon que j'ai jamais vu ça. C'est comme épeuré, là, le visage, là. Il a tout changé. J'avais jamais vu ce pleur-là. Puis je travaille avec les enfants depuis que j'ai 19 ans. Comme s'il il tombait face à de l'inconnu, dans le fond. Oui, c'est comme s'il avait vu un monstre. Il avait vu un monstre, l'enfant. Puis il me demandait qu'est-ce que j'ai fait, puis il répétait tout le temps ça. Mais moi, ce que je veux dire, je veux parler quand même à toutes les familles d'accueil, tous les métiers de police, tous les métiers de TS, tout ce qui est en lien, les infirmières, tout ce qui est en lien avec l'humain, là. La personne devant toi, là, faut toujours que tu la vois comme un membre de ta famille, quelqu'un que tu aimes. Fait que quand tu es TS puis que tu vois quelque chose, faut pas que tu justifies qu'est-ce que ton boss va te dire. Non, il faut que tu vas voir à l'intérieur de toi, là, puis ton instinct, il faut vraiment que tu développes ton instinct puis tu te dis, peu importe c'est quoi ma job, peu importe c'est quoi mon salaire, je vais toujours faire le bien envers mon prochain. Parce que tu es en position de ça. Si toi, tu fais pas ça, c'est toi, là, que tu fais partie, comme les petites TS qui sont venus chez moi, là, mais tu fais partie du problème. Tu fais partie, c'est toi qui cause ça, puis il y a beaucoup de familles qui vivent de la frustration, de la peine, de la misère, de la destruction, tout ça, en ce moment, puis il y a des familles dans des générations passées qui vivaient ça aussi. Puis aujourd'hui, là, c'est le temps qu'on est capable d'être empathique parce que dans tous ces métiers-là, là, je suis certaine qu'il y a plusieurs personnes qui sont empathiques. Mm-hmm. On ne sont pas toutes des personnes méchantes, fait que les personnes empathiques, prenez votre place. Oui, parce que là, ce qu'on comprend, c'est que l'organisation fonctionne peut-être pas bien, en tout cas. Mm. Donc, toi, c'est la DPJ qui t'a fermé, même si tu étais accrédité. Donc, accrédité, habituellement, il y avait ça avec un syndicat ou c'est une association? On a un syndicat, mais tu réalises très rapidement que le syndicat, leur employeur, c'est la DPJ. Fait que dans le fond, ça donne comme rien. Ça donne absolument rien. Moi, j'ai fait appel à mon syndicat, puis le syndicat, tu t'aperçois qui, sur le bord, il va sur le bord pour la personne qui a fait du mal à la DPJ dans le fond, tu sais, sur ce côté-là. Sur le côté de la DPJ en tant que telle. Oui. Donc, toi, t'aurais beau dire, c'est une fermeture abusive ou je sais pas quoi. Non, tu vois très bien que il y a de la manipulation de l'autre bord aussi, là. OK. Mm. Fait que t'avais pas vraiment de recours. Fait qu'à partir de là, tout a fermé, puis là,
tu n'as plus de lien Moi, avec eux. j'ai fermé, tu sais, justement, moi, j'essaie de les apporter en cours, là. J'ai mis tous mes documents ensemble, je vais apporter cette personne-là en cours parce que je me suis dit, elle peut pas rester là, là. Elle fait du mal en famille, là. Faut vraiment que je la sorte de là, faut vraiment que je fasse de quoi, puisqu'à temps que le DPJ, le syndicat, je dirais pas le nom du syndicat, là, encore des fois, on n'a pas le droit, là. Le syndicat, comme une communication avec moi, puis c'est très condescendant en me disant comme genre tu peux pas rien faire là, regarde. Puis j'avais même mon avocate avec le syndicat, puis ils te convainquent de lâcher tout là, parce que si tu lâches pas tout, t'es fait, t'es fini, t'es fini là. Ils vont pas te lâcher eux autres. Puis Ils te lâcheront pas, puis ils vont tout jusqu'à temps que t'es terminé, point de vue financier, point de vue toutes les, parce qu'il y a les mains un peu partout, hein, à l'école, partout. Puis si t'as des enfants bio, j'imagine que c'est stressant aussi. Là. T'as pas envie qu'ils commencent à faire un signalement interne sur tes enfants biologiques. Là. Exactement. Puis moi, je suis pas une personne qui va fermer sa gueule. Puis, par contre, tu sais, genre, je vais protéger ma famille et tout, mais jamais que je vais accepter qu'il y a du mal qui se passe, puis personne ne doit accepter ça. Il faut vraiment, vraiment que le monde se réveille là-dessus. Là. Parce qu'on entend, je pense que c'est Paul Arcand dans Les voleurs d'enfance qui parlait de certaines familles d'accueil qui sont inadéquates, là, qui maltraitent des enfants. Oui, il y a des familles d'accueil qui maltraitent des enfants. On a vu un article dans le journal, un article qui a passé dernièrement, puis ça le dit que la DPJ est au courant depuis à peu près 2007 qu'il se passait de quoi dans la famille d'accueil. C'est très, très, très louche que cette famille d'accueil-là est restée ouverte. Oui, elle reste ouverte alors qu'il y a des abus et de la maltraitance, il y a peut-être de la violence. Puis toi, tu te fais fermer pour un rendez-vous raté. Là. Exactement. Puis là, je me dis, OK, c'est très louche. Fait que là, je me dis, il y a de quoi financier qui se passe peut-être là-dedans. Genre, parce que c'est facile de fermer la famille d'accueil, parce que je suis la preuve, ils m'ont fermé très rapidement. Puis on va plus attendre, hein, parce que mon contrat est terminé. C'est des contrats, premièrement. Fait que qui disent que c'est difficile de fermer une famille d'accueil, c'est pas vrai, puis c'est des contrats qui durent à peu près 3 ans. Fait que la famille d'accueil, là, qui agresse ses enfants, là, il aurait pu juste terminer son contrat. Après 3 ans, il ne peut pas le renouveler. Ça veut dire que cette famille d'accueil-là, son contrat a été renouvelé. Il savait depuis 2006? Mais c'est ça qui est marqué dans le journal. Ouais. Que la jeune fille avait dénoncé. Fait que ils peuvent pas dire après que c'est compliqué de former une famille d'accueil. Ce n'est pas vrai. Les contrats durent 3 ans. Ils peuvent juste ne pas renouveler le contrat. Et moi, là, ils m'ont fermé au mois d'avril. Et mon contrat allait terminer 2-3 mois plus tard. Là. Il n'a même pas attendu le 2-3 mois plus tard. Là. Fait que... Non, ça se ferme. On voit que ça se ferme. Très facilement. Isabelle Landry est venue sur le plateau et est venue nous dire qu'elle a le record de fermeture dans une région. Là, exactement. Posez-vous la question, pourquoi qu'il y a des enfants qui se font agresser dans des familles d'accueil puis qui ne sont pas fermés? Essayez de faire des liens, là. Il y a quelque chose de pas normal là-dedans. Puis on avait quelqu'un qui était censé venir sur le bateau aujourd'hui qui voulait parler du répit parce qu'elle a fait beaucoup du répit. Puis le répit aussi, ça se ferme. Là. Oui. Ça se ferme encore plus facilement parce que son nom syndiqué. Puis c'est un montant qu'on reçoit à chaque jour, mais je pense qu'il est beaucoup moindre que vous. Oui. Je pense qu'elle parlait d'une vingtaine de dollars par jour, peut-être un peu plus, là, quand c'est du répit, tandis que vous, là, c'est un petit peu plus élevé quand c'est syndiqué. Oui, puis, tu sais, essayez de faire des liens, là, OK? Quand il y a eu les enfants de Duplessis, là, ils l'ont fait, ça, monter leur cote en faisant semblant que les enfants étaient tous handicapés. Là. Fait qu'ils ont monétisé les enfants là, dans cette époque-là. Ah oui, pensez-vous que ça a disparu après? C'est pas disparu, là. C'est ça que je trouve inquiétant. C'est que présentement, on va dire l'enfant est autiste. L'enfant a une déficience. On a entendu Pamela avec ces enfants qui vivent tous en situation de handicap et de déficience. L'enfant est battu, l'enfant est maltraité, l'enfant va peut-être avoir des séquelles, il a été shaké. Donc, ça monte le montant, comme tu dis. Exactement. Puis, qu'est-ce qu'ils ont fait aux enfants du Duplessis? C'était très, très, très grave. Moi, j'invite le monde à s'informer sur le passé. OK? On ne connaît pas notre passé, il faudrait s'informer. Puis, la Première Nation aussi. La Première Nation, c'est encore plus longtemps. Donc, tu sais, ils ont fait la Première Nation, les enfants du Duplessis. Puis, ensuite, pour avoir l'air plus gentil, ils ont changé de titre. Ils ont appelé ça la protection de la jeunesse. Oui.
Entre les Premières Nations dans les années 1800 et les enfants du Plessis 1950-60, ben, entre ça, en plus, on a eu les crèches. Oui. Puis les crèches, aujourd'hui, on sait que la plupart des enfants adoptés, finalement, ont été adoptés par des Américains. Dans le fond, c'est des petits Canadiens. Là, Ouais. Ils ont été adoptés ailleurs. Donc, c'était carrément un marché. Oui. Ça aussi, c'est inquiétant. C'est très inquiétant parce que c'était ni vu ni connu parce que parfois, c'est des femmes qui allaient accoucher, je ne sais pas s'ils accouchaient où, mais ils apportaient l'enfant. Il y a personne qui savait qu'elle était enceinte. Fait que, il n'y avait pas de documents, là, c'est des enfants qui ont été volés. Puis c'est arrivé aussi. Il y a une femme qui en parle, que sa jumelle, en 1974, elle est née en 1974, puis sa mère a perdu une des deux jumelles. Dans le fond, en tout cas, il faudrait voir l'histoire, là. C'est en 1974. Ça fait pas longtemps, là. Puis la jumelle, le docteur, il dit qu'elle est décédée. La mère n'a jamais vu le corps, ni rien. Fait que c'est ça. Mm. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Fait que ça, c'est l'appât du gain. Hein. Chaque personne qui travaille pour l'appât du gain, pour sa paye, puis pour monter, puis avoir le plus d'argent possible, des choses comme ça, là, ils prennent des mauvaises décisions, puis ils font partie de l'équation de ça que ça se passe. Ça se passe pas seulement avec des mauvaises personnes. Il y a des bonnes personnes à l'intérieur de ça, c'est certain. Il faut seulement que ces bonnes personnes-là se disent « Ah non, moi, je ne fais pas ça », puis qu'ils se respectent, puis peu importe c'est quoi sa paye. Il ne faut pas que tu travailles pour ta paye, il faut que tu travailles pour ton prochain. Mm-hmm. Mm. Donc, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Puis, mais merci à toi. J'ai content d'avoir eu l'occasion d'en parler. Moi aussi, là, j'espérais pouvoir partir le podcast comme ça, puis je suis contente qu'on en parle aujourd'hui. C'est toujours il y a un mysticisme autour des familles d'accueil. Il y en a qui disent qu'ils font ça puis qu'ils ne reçoivent rien. Ce qu'on comprend, c'est que non. Il y a un bon montant. Il y a quelqu'un qui a une famille d'accueil, puis il y en a plusieurs qui décident d'avoir beaucoup, beaucoup d'enfants. Posez-vous une question aussi, qu'il y a une multiplication d'enfants. Là. Posez-vous des questions là-dessus aussi. Oui, parce que plus t'en as, plus c'est une charge. Là, oui, plus c'est une charge, c'est que je connais des personnes qui travaillent justement pour le syndicat de l'APJ, puis qui ont comme 8 enfants, peu importe. Ils travaillent ailleurs. Ils travaillent. Moi, tu travailles ailleurs, puis en plus, tu as 8 enfants. Jusqu'à un moment donné, c'est qui s'occupe des enfants? Là? Oui, l'école fait un bout, mais l'école n'est pas là 24/7. Il faut ramènes à la maison, les repas. C'est de la job. 8 enfants, là, c'est de la job. Il faut vraiment que tu sois présent. Puis de toute façon, c'est pas juste de la job, il faut de la présence. Oui. Oui, tout à fait. Tu en as juste 2, tu le sais. Mais quand on en a juste 2, c'est déjà une job. Oui, exactement. Peu importe, il y a des gens qui travaillent en même temps. Puis même les autres qui ne travaillent pas en même temps, si tu es rendu à multiplication d'enfants, là, genre, à moins que tu as un soutien à l'intérieur d'où ce que tu es, puis tu as vraiment une grande maison, puis tu as une organisation, il faut faire attention. Il ne faut pas que ça devienne une machine à sous. Oui. Donc, merci beaucoup. C'est bon. Puis, merci. C'est sûr qu'on va revenir sur le sujet, puis je pense qu'il faut comme tu dis, qu'on regarde un petit peu notre passé, qu'on se penche un peu sur ce qu'il y a eu avant la DPJ, parce qu'avant la DPJ, ça a pris plusieurs formes. Ouais. On a eu les crèches, on a eu les enfants du Plessis, on a eu aussi les services sociaux qui s'appelaient comme ça là, dans les années 70, qui est changé par la DPJ, fin 70, début 80, puis je pense qu'on a vraiment... Peut-être qu'il y a des pommes pourrites qui sont restées là. Oui. Puis la chose que je veux rajouter, là, c'est que si tout ça est pas possible, quand les personnes autour ne font pas le mauvais job à leur place, puis quand on décide d'écouter les victimes. Mm-hmm. Faut commencer à sortir du silence, faut les laisser sortir du silence, puis il faut les écouter. Oui. Parce qu'il y a peut-être des enfants là, qui sont placés là, puis dans le fond, tout ce qu'ils veulent, c'est retourner chez papa-maman, puis papa-maman est tout à fait apte, tout à fait capable. Il faut toujours se souvenir d'une chose. L'enfant, là, son père, là, il l'aime. Son père, il l'aime. Sa mère, il l'aime. Il aime ses parents. Il faut toujours respecter la direction. Il faut toujours respecter la famille de l'enfant. Il faut toujours regarder pour un retour possible. Tout à même. Pas genre une fois dans un an. Il faut à tous les jours, tu regardes ça. Tu travailles dans la direction d'unir la famille à tous les jours. Mm-hmm. Merci beaucoup. Merci.